Merci à nos partenaires, la Maison de développement durable. C'est un nouveau partenariat pour nous et pour lequel on est très fiers. Aussi une grande journée parce que c'est le lancement officiel du Fonds collectif, Fonds collectif Femmes Action Montréal, qu'on dit avec beaucoup d'amour en raccourci, le Fonds Femmes. On travaille en arrière-plan depuis plusieurs mois, puis en fait, cette idée était plantée même avant la COVID. On avait la volonté de créer ça, mais c'était mis en pause. Et là, ça voit le jour officiellement avec beaucoup de fierté. Avant qu'on commence, juste quelques notes. Vous avez vu que la rencontre va être enregistrée. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous demande juste d'éteindre vos caméras, comme ça vous n'allez pas être sur enregistrement. Gardez vos micros coupés. Je pense qu'on est tous et toutes très habitués maintenant avec le Zoom, mais c'est une bonne pratique. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas d'utiliser le clavardage. Et je note qu'avec aujourd'hui, la présentation va être principalement en français, mais si vous avez des commentaires ou des questions en anglais, please don't hesitate to use the language that you're more comfortable in. There's a lot of us who are bilingual around the table. Je veux plus sans tarder faire la reconnaissance territoriale. Alors, la plupart de nous et la Fondation de Montréal aujourd'hui reconnaît qu'on est dans les présences ancestrales des communautés Kanien'kehá:ka, de Kahnawake et de Kanasatake qui occupent historiquement le territoire aujourd'hui connu comme le Grand Montréal. Et on veut aussi souligner que ce territoire a également accueilli au fil du temps plusieurs nations autochtones qui s'y sont établies à différents moments dans l'histoire. Encore aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, incluant des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, réside sur ce territoire dans des conditions socio-économiques variées. Alors, sans plus tarder, je suis vraiment ravie de laisser la parole à Deborah Shannon-Trudeau, qui est la présidente du comité consultatif du Fonds collectif Femmes Action de Montréal. Alors, à toi, Deborah. Merci Tasha. Bonjour et bienvenue et merci de vous joindre à nous ce midi. Comme Tasha a dit, je m'appelle Deborah Shannon-Trudeau et je suis la présidente du comité consultatif du Fonds Femmes Action Montréal, sous la bannière de la Fondation Grand Montréal, la FGM. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons aujourd'hui, à l'occasion de cette rencontre, le fruit de plusieurs mois de travail et d'implication de la part de l'équipe de la Fondation Grand Montréal, mais aussi d'un groupe de femmes bénévoles, engagées et déterminées à mobiliser le milieu montréalais pour améliorer la sort des femmes et des filles de notre communauté. Il s'agit du Fonds Femmes Action Montréal et l'abréviation, comme Tasha dit, c'est Fonds Femmes. Un nouveau fonds philanthropique, collaboratif et durable. Notre premier objectif est de recruter 100 membres fondateurs, fondatrices pour le fonds, pour démarrer le fonds. Ces membres sont appelés à verser un don annuel de 1 500 $ pendant 3 ans et les 100 premières contributions seront appareillées 1 $ pour 1 $ par la Fondation Grand Montréal. Alors, merci à la Fondation Grand Montréal pour cette générosité pour nous aider à démarrer le fonds. Pour commencer, j'aimerais remercier toutes celles qui ont accepté de mettre leur temps, leur connaissance et leur leadership au service de cette cause, qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre le fonds sur les rails et lui donner son premier élan. Alors, merci à vous. Et je pense d'abord à Cathy Faisal, la présidente du conseil de l'administration de la Fondation Grand Montréal et la première idéatrice du Fonds Femmes, ainsi qu'à tous les membres du comité consultatif qui ont accepté à s'y joindre pour orienter cette nouvelle initiative. Nous avons déjà recruté 53 membres qui se sont engagés à soutenir le Fonds Femmes pour les 3 prochaines années, ainsi que plusieurs d'autres donateurs et donatrices qui sont là à donner un coup de main. Alors, je veux remercier
tous ceux et celles qui ont contribué à démarrer le fonds. Mais on a encore du travail à faire. Comme vous le savez sans doute, à bien des égards, la situation des femmes et des filles de Grand Montréal sont loin d'être roses. À l'échelle canadienne, c'est à Montréal que les femmes sont les plus à risque d'être des victimes de crimes violents. La pandémie, avec ses impacts disproportionnés à l'égard des femmes, a aggravé la situation déjà précaire pour un grand nombre d'entre elles. Et plusieurs femmes ont été soudainement confrontées à la pauvreté et à l'isolement. Leur santé mentale en a aussi pris un coup, sans qu'elles n'aient toujours les ressources ou les raisons de soutien nécessaires pour se protéger. La même chose sur le plan économique. Beaucoup d'entre elles qui sont détenues par des femmes beaucoup de positions qui ont été détenues par des femmes ont été détruites par les conséquences de la crise sanitaire. Alors que les poids et les tâches domestiques et le soin des enfants ont retombé sur leurs épaules. N'oublions pas non plus que toutes les femmes n'ont pas les mêmes privilèges et que nombre d'entre elles, les femmes racisées, immigrantes ou autochtones, par exemple, vivent plusieurs formes de discrimination que nous devons aussi combattre. Alors, bref, les besoins sont grands et notre communauté a encore beaucoup de chemin à faire. Avec le Fonds Femmes, notre objectif est d'offrir un soutien concret aux organismes de bienfaisance qui travaillent au quotidien à aider, à cultiver et à faire progresser le mieux-être des femmes dans les secteurs dont j'ai mentionné. Il reste encore beaucoup d'obstacles à l'égalité dans notre société également. Heureusement, les femmes et les hommes travaillent à chaque jour pour les éliminer afin de permettre aux femmes d'atteindre leur plein potentiel et d'avoir le sort qu'elles méritent. Nous allons soutenir ce travail crucial qui mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Le Fonds Femmes Action Montréal est, entre autres, né du constat que les organismes qui œuvrent directement auprès des femmes et des filles reçoivent une part infime du financement disponible, soit seulement 1,6% des dons philanthropiques, selon une estimation récente. Il faut que ça change, vraiment. Alors, c'est pourquoi que le Fonds Femmes prend une forme d'un cercle de donatrices et de donateurs. Il s'agit d'une forme de philanthropie collaborative où chaque personne contribue à un fonds partagé, mais participe également à un exercice collectif visant à choisir, distribuer les fruits et en faire résonner l'impact dans notre communauté. Alors, je vous invite évidemment de devenir membre du fonds si ce n'est pas déjà fait. Nous allons afficher et vous transmettre toutes les informations nécessaires très bientôt. Le Fonds Femmes a également pour sa mission d'éduquer et sensibiliser la communauté à propos d'enjeux vécus par les femmes et les filles. Alors, c'est aussi pour dresser un état de situation que nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je repasse la parole à Tasha qui vous présentera les panélistes. Et alors, merci beaucoup de vous joindre à nous et bon panel. Alors, merci Déborah. Vous êtes venus aujourd'hui pour écouter nos super expertes. On a Déborah Cherenfant, qui est directrice régionale, femme entrepreneur et présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je ne vais pas faire une présentation de son bio qui est très impressionnante, mais on va le mettre dans le chat pour que les gens puissent en prendre connaissance. Même chose pour nos autres panélistes, Sabrina Lemelletier, qui est directrice générale de la Dauphinelle et qui est tellement dévouée à son travail que même en vacances et même en France, elle vient nous parler aujourd'hui. Et Maude Briancourt, qui est directrice adjointe de Centre des femmes de Montréal. En préparation pour ce panel, j'ai eu la chance d'échanger avec elle et je suis certaine que vous allez être impressionnés et que vous allez apprendre des choses. Je vous demande de vraiment écouter avec une ouverture d'esprit, une posture apprenante, parce que c'est comme ça qu'on se permet d'avoir des nouvelles perspectives et de changer d'idée et juste d'évoluer comme personne. Et c'est difficile à faire, j'avoue que c'est difficile à faire. Avant d'inviter nos panélistes de parler, je vais juste mentionner qu'à la Fondation du Grand Montréal, on a une publication qui s'appelle « Les signes vitaux ». Et la dernière édition de nos signes vitaux est sortie
récemment en avril passé, juste à peu près en même moment que COVID. Et on a beaucoup de constats par rapport à la situation des femmes dans ce document. Je vais juste nommer quelques-uns parce que je sais que vous êtes ici pas pour m'écouter, mais plutôt pour écouter les panélistes. Mais c'est assez incroyable qu'à Montréal, c'est des chiffres pré-COVID, mais à Montréal, en 2017, on affichait le taux de violence entre les partenaires domestiques déclaré à la police plus élevé que les autres grandes villes de Montréal. C'est sûr qu'on peut commencer à questionner, est-ce que c'est parce qu'on les déclare plus à Montréal? Est-ce que c'est parce que les taux de violence sont plus élevés? Les données, on peut toujours les interpréter. Mais dans tous les cas, c'est assez impressionnant et on voit au Québec un gros enjeu alentour de la violence conjugale. Je saute de différents enjeux. Au niveau, on sait que le fardeau pendant la COVID sur les femmes était plus grand que jamais avec le fardeau de soins domestiques, de child care, etc., qui était beaucoup sur les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui existait déjà. On sait que les femmes consacrent 14,5 % de leur temps dans les tâches domestiques et les hommes seulement 10 %. Alors, déjà, honnêtement, ça me surprendait que c'était si bas que ça, même pour les femmes. Au niveau des taux d'emploi, le taux d'emploi chez les femmes est à la croissance. Alors, ça, c'est une bonne chose. 72,4 % des femmes avaient un emploi en 2001. Désolé. En 2001, il y avait 72 % à peu près des femmes qui avaient un emploi et en 2019, ça a monté à 81,6 %. Alors, il y a une augmentation, c'est bon. Mais il ne faut pas oublier que chez les femmes immigrantes et chez les Autochtones, ce taux est beaucoup plus bas, entre 50 et 60 %. Et on sait, puis je sais que nos panélistes vont rentrer dans tout ça, mais que pour avoir l'autonomie, il faut que les femmes ont une source de revenus et ont un emploi. Alors, j'arrête là-dessus. Je pourrais vous continuer à vous lancer des chiffres, mais je sais que c'est peut-être pas toujours la meilleure stratégie. Alors, sur ça, j'invite d'abord Sabrina Lemeltier, directrice de la Dauphinelle, de réagir à ces statistiques et de nous parler de ses constats pendant le COVID et aussi de sa vision d'avenir. Et on va essayer d'avoir une conversation un peu informelle. Bonjour tout le monde. Merci Tasha, merci Madame Trudeau pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse de participer au lancement du Fonds Femmes. Alors, Tasha a donné quelques chiffres, je vais juste en rajouter quelques-uns. Au Québec, chaque année, 10 à 12 femmes meurent dans un contexte de violence conjugale. Il y a ce mot très fort qui est apparu assez récemment, féminicide, être tué parce qu'on est une femme. Donc, c'est sûr que la Dauphinelle, rapidement, nous sommes une maison d'hébergement, nous travaillons avec les femmes dès, je dirais, la décision de partir. Donc, nous avons un accueil qu'on appelle première étape et qui est tout simplement une maison d'hébergement d'urgence, un lieu familial où les femmes et les enfants vont pouvoir venir se poser et vont être accompagnés tout au long de leur processus de reprise de pouvoir pour mettre fin au cycle de la violence conjugale. Nous avons aussi ce que nous appelons une deuxième étape et tout simplement, ce sont des logements transitoires sécuritaires où là, nous ciblons vraiment le critère d'accès, désolé de dire critère là, mais ça va être le risque homicidaire, donc la dangerosité du conjoint. Et avant la COVID, on avait amorcé toute une réflexion en se disant, mais comment freiner, comment combattre à la source la violence conjugale? Donc, quand on m'a interpellée pour participer, j'ai essayé d'ancrer mon intervention là-dessus. Alors, c'est certain que la COVID a eu
conséquences effroyables. Vous le savez, on entend parler. Depuis le début de l'année, nous sommes déjà à 14 féminicides, à 14 femmes qui ont perdu la vie dans un contexte de violence conjugale. Et on a eu plus d'une trentaine d'orphelins, donc des enfants qui n'ont plus de maman. Pandémie, confinement, on a tout de suite eu très peur pour les femmes victimes de violences conjugales parce qu'on s'est dit séquestration. Elles n'ont plus d'espace pour aller souffler, pour parler à leurs proches et en plus, elles ont peur de cette maladie. Alors, on se souvient, là, la pandémie, maintenant, le virus fait partie de notre quotidien. On a réussi à fonctionner avec, mais si on se met janvier, février, mars, premier confinement, ça a tout de suite été notre crainte. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons accueilli au tout début du confinement une femme. Cette femme-là était en télétravail chez elle, son conjoint aussi, ils avaient 2 enfants. Monsieur voulait avoir la tranquillité parce qu'il travaillait. Donc, il a demandé à madame de travailler dans une chambre avec 2 enfants en bas âge. Et pour elle, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je dirais, là, elle s'est dit, c'est plus possible. Ma vie se restreint maintenant à une chambre et en plus, il va falloir que je m'occupe des enfants. Et puis, en plus, il faut que je travaille. Donc, elle est sortie avec les policiers. Elle a fait un appel à l'aide et c'est les policiers qui sont venus chercher madame pour la sortir de la maison. Donc, ça vous donne un petit peu, cette conséquence, je veux dire, là, l'histoire se termine bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la pandémie, des femmes, en se retrouvant 24 heures sur 24, sans possibilité d'aller chercher de l'aide, l'ont pris cette décision-là, de mettre fin. Mais ces femmes n'étaient pas en contact de spécialistes ou d'expertes en violence conjugale et ont décidé de quitter. Et ces femmes ont perdu la vie. Donc, quand je parlais avec Tasha et ses collègues, j'ai dit, il faut aussi apprendre de cette pandémie pour se dire comment rejoindre ces femmes qui ne sont jamais allées vers les services. Puis comment les rejoindre, je dirais, tout simplement en allant vers les employeurs. C'est vraiment un axe qu'il faut que nous prenions parce que les employeurs ont une responsabilité aussi. En ayant des employés en télétravail, ils doivent s'assurer que leurs employés sont dans un contexte, je dirais, sain et non violent. Donc, commencer à former les employeurs et ils ont aussi maintenant des responsabilités au niveau des normes du travail qui sachent comment je m'adresse à une employée qui pourrait présenter des signes, comment l'aborder, puis comment référer cet employé vers les bonnes ressources, vers les gens qui vont être capables d'aborder avec elle les conséquences de la violence conjugale et de l'accompagner à son rythme. L'autre côté aussi, c'est travailler avec l'entourage. Nous connaissons tous une victime de violence conjugale. Il y en a sûrement une parmi nos participants. Donc, comment ces femmes-là vont être capables de se dire « je peux avoir des services, je ne veux pas aller en maison d'hébergement pour moi, mais non, il y a d'autres types de services. » Donc, comment évoluer? Enfin, comment, et je pense que la pandémie a amené ça, vous avez vu la réaction de notre Premier ministre au cours du premier confinement. Donc, cette prise de parole qui dit « c'est inacceptable, ce n'est pas normal que dans une société comme le Québec, des féminicides aient lieu. » Donc, comment augmenter nos services et comment les adapter aussi aux femmes? Par exemple, à la Dauphinais, nous avons amorcé une réflexion. Est-ce que la vie collective avec un virus qui va sûrement rester avec nous très longtemps est encore la meilleure des réponses? Donc, comment augmenter nos services? Comment aussi garantir aux femmes qu'elles vont se retrouver dans un milieu où elles vont avoir une intimité? Et c'est là qu'on met vraiment l'axe sur ce que j'ai appelé les logements transitoires sécuritaires. Par exemple, la Dauphinelle est sur un projet et plusieurs maisons au Québec pour en ouvrir 14 de plus à Montréal. Donc ça, je pourrais intervenir là-dessus beaucoup plus longuement parce que c'est toute une aventure. Mais donc, comment continuer de développer pour rejoindre ces femmes-là et les accompagner le plus adéquatement possible à leur rythme et en toute sécurité pour prévenir des féminicides. Merci beaucoup, Sabrina. Deborah, je ne sais pas si tu voudrais enchaîner
Et je pense que Sabrina a mentionné des éléments aussi par rapport au rôle de l'employeur et avec votre rôle aux chambres de commerce et tout l'entrepreneuriat que tu fais, peut-être ça serait pertinent non seulement de parler de ta vision, mais aussi de répondre à certains de ces éléments-là. Bien sûr. Merci, Tacha. Merci pour l'invitation à toute l'équipe de la Fondation. Vraiment un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir réagir, mais aussi partager peut-être quelques réflexions. Pour rebondir sur ce que Sabrina disait, effectivement, il y a un rôle à prendre, une part plus importante, j'ai envie de dire, de la responsabilité des employeurs à identifier ces enjeux-là. Il y a plusieurs problématiques, par contre, et je pense que Sabrina en a parlé ou en est consciente tout du moins, c'est que je vais peut-être nous ramener en arrière par rapport à la pandémie aussi, mais pas trop, parce qu'on est encore là-dedans, et les différents constats qu'on a pu faire, particulièrement dans le monde de l'entreprise, en matière de culture organisationnelle ou d'approche. Je prends un exemple parallèle pour après revenir à la situation de violence conjugale et à comment on peut identifier ces enjeux-là plus rapidement. C'est toute la discussion, les échanges qui se sont tenus autour de la discrimination, du racisme systémique ou de la représentation au sein des équipes. Donc, c'est sûr que toute cette conversation a amené une plus grande proximité de la direction, on va dire, auprès de leurs équipes. Donc, on a beaucoup plus vu la partie personnelle, la vie personnelle des gens discuter, traiter, aborder au sein de discussions professionnelles, ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Et bien évidemment, parce qu'on était la majorité, tout du moins, même si ce n'est pas tout le monde, en télétravail, il y a quand même une bonne partie de notre vie personnelle qui était exposée, tout du moins, ou qui faisait partie intégrante de notre emploi. Donc ça, je voulais partir de ce contexte-là déjà qui facilite un petit peu plus l'approche. Maintenant, l'enjeu que j'entends et pourquoi je dis qu'il y a quand même des problématiques au-delà du rôle et de la responsabilité des employeurs, j'insiste là-dessus, sur l'identification plus rapidement des situations difficiles pour les femmes ou autres personnes qui pourraient subir des cas de violence à la maison. C'est déjà parce qu'on est loin, en fait. On ne voit plus de façon physique, j'ai envie de dire. Donc, on est encore derrière un écran. On peut bien cacher, par exemple, moi, je vous cache la partie non rangée de chez moi. Donc, effectivement, il y a comme une difficulté d'accès. Et le deuxième élément, par contre, qui va nous permettre, j'espère en tout cas, de l'aborder plus facilement, c'est toute c'est par ailleurs cette accessibilité, cette proximité qui a été générée de par d'autres discussions sur la discrimination ou le racisme systémique, par exemple, qui fait en sorte que les employeurs, les gestionnaires, les équipes de direction prennent plus souvent des nouvelles de leurs équipes, de comment ça va. Donc, on a une fenêtre peut-être plus large d'aborder ce type de questions en général perçues comme personnelles. Et donc, je pense que c'est cette fenêtre d'opportunité que nous devons maximiser, amplifier et utiliser beaucoup plus. Et c'est là que les employeurs pourraient et devraient trouver une place pour réagir. Et je vais peut-être terminer sur les enjeux, les échos plutôt que j'entends du milieu des affaires. Il y a quand même je pense qu'on sera tous et toutes d'accord là-dessus, il y a quand même un aspect délicat sur la réaction à avoir. Et ça, ce sont des échos à la fois des femmes et des hommes. Donc, moi, j'ai beaucoup entendu effectivement même des femmes gestionnaires qui sont à la tête d'équipe de dire « j'ai remarqué quelque chose, j'ai remarqué un comportement un petit peu plus timide, des caméras fermées plus souvent ou des commentaires moins présents de la part de femmes membres de mon équipe. » Et la limite à franchir de curiosité ou s'inquiéter de la personne versus atteindre l'intimité de la personne, c'est quand même un aspect très, très délicat. Et c'est vrai que ça fait partie je veux dire, entre guillemets, les enjeux qu'on voit présentement et des échos que j'ai beaucoup de comment on franchit cette limite virtuelle. Donc, une ligne très, très, très mince entre l'intimité. Donc, probablement que Sabrina a déjà réfléchi à la question
Mais je voulais au moins vous partager ça, que ce sont les échos qu'on a actuellement, même si les employeurs, un groupe pas du tout monolithique, ont pleinement conscience de leur rôle, de leur responsabilité dans l'identification plus rapidement de ces situations en profitant, entre guillemets, des fenêtres d'opportunité qui ont été ouvertes grâce à la pandémie récemment. Merci, Deborah. C'est très intéressant. J'inviterai maintenant Maude à venir ajouter sa vision et peut-être, Maude, ça serait intéressant de d'abord, là, je ne te vois pas dans l'écran, mais quand tu commences à parler, je vais te voir. Alors, je t'ai trouvé. Peut-être commencer à introduire un peu qu'est-ce que le Centre des femmes fait et comment vous interagissez avec la population pour parler après de comment tout ça a changé pendant la COVID. Merci. Oui. Merci à Tasha, merci à vous toutes. Merci à Déborah, à Sabrina, vous êtes toutes des femmes très inspirantes. Je suis très, très fière d'être ici aujourd'hui. Et en fait, je vais juste faire une petite parenthèse, une mise en contexte. Moi, je travaille au Centre des femmes de Montréal, je suis directrice adjointe à la direction générale. Le Centre des femmes, c'est un organisme alloctone qui a été créé en 1973 pour aider les femmes à s'aider elles-mêmes. Aider les femmes à s'aider elles-mêmes, c'est une très, très belle mission. Contrairement à ce que la plupart des gens imaginent, le Centre des femmes n'est pas une maison d'hébergement. Le Centre des femmes est un organisme qui est ouvert toute l'année, qui a été ouvert pendant chaque journée depuis le 11 mars. Donc, il a été un organisme considéré comme service essentiel qui a ouvert ses portes et maintenu ses services pendant toute la durée de la pandémie. C'est principalement, pour faire très court, des services de première ligne. Donc, qui dit des services de première ligne dit des services d'urgence en matière parfois de violence conjugale, mais également parfois pour lutter contre des situations de pauvreté ou d'itinérance ou de violence sexuelle ou toute autre forme de problématique. Ça peut être parfois de la détresse, de l'isolement. Et puis, on a un deuxième volet qui, lui, s'adresse aux femmes en recherche d'emploi. Donc, ce qu'on recherche vraiment, c'est travailler sur la reprise de pouvoir des femmes et on vise l'autonomie des femmes avec une reprise de pouvoir personnelle et économique. Donc, grosso modo, c'est ça. Alors, c'est un vieil organisme, mais en 2003, avec Femmes autochtones du Québec, on a développé un projet particulier qui s'adressait aux femmes autochtones ayant quitté leur communauté et qui arrivaient à Montréal. Alors, ce programme, il est en place depuis 2003. Donc, on a une équipe de 2 intervenantes qui apportent un soutien et un soutien accru aux femmes autochtones qui vivent à Montréal et qui ont quitté leur communauté. Moi, je suis une femme autochtone, une femme non autochtone, pardon, alloctone, qui travaille dans un organisme alloctone. Donc, ce que je vais vous rapporter, en fait, je vais témoigner de certaines situations que nos travailleuses, qui sont vraiment dédiées aux femmes autochtones, constatent, observent, ce que les organismes autochtones avec qui on travaille nous rapportent également. Parce que le Centre des femmes, effectivement, est un organisme alloctone, mais nous travaillons avec des organismes autochtones. Nous développons des partenariats, nous sommes sur des tables de concertation. Tout ça pour vous dire que c'est avec beaucoup de modestie que je vais vous parler, que je vais aborder le sujet des impacts de la pandémie sur les femmes autochtones. Parce que je ne suis pas autochtone et je ne veux pas prendre leur voix, donc j'agis comme un relais ou une courroie de transmission. Puis, je vous rapporte ce que nos intervenantes observent. Donc, c'est ça. Mon introduction est un peu longue, Tasha. Hein, c'est bon? Alors, écoutez, vous savez, la pandémie a vraiment mis en lumière, elle a vraiment frappé de plein fouet les femmes. Elle a frappé les hommes également, mais les femmes plus particulièrement, puis les femmes autochtones encore
plus particulièrement. Moi, je voudrais déjà quand même, avant toute chose, je voudrais honorer, enfin, rendre hommage à toutes les femmes qui, depuis le début de la pandémie, sont au front finalement. Elles ont été à l'avant-plan pour combattre cette pandémie. Elles étaient dans le système de santé, elles étaient dans le système éducatif, elles étaient dans les garderies, elles étaient dans les écoles, elles étaient au travail. Et pourtant, elles devaient souvent multiplier les rôles. C'était des femmes, des professionnels, c'était des mamans, c'était des aidantes naturelles, les femmes devaient tout faire. Donc moi, je rends hommage à toutes les femmes, aux femmes en général et à toutes nos auditrices qui sont peut-être plus privilégiées que certaines, mais qui elles-mêmes ont dû vivre des difficultés pendant cette pandémie. Cette pandémie nous a toutes frappées. Alors maintenant, je vais resserrer mon discours en parlant plus particulièrement des femmes autochtones. Et là encore, je vais souligner le rôle des femmes autochtones qui, dans leur communauté, à Montréal, ont enseigné, ont travaillé, étaient dans le système de santé, ont porté plusieurs rôles. Et je souligne leur courage. Alors, pour celles qui ont eu, pour les femmes autochtones, beaucoup de femmes autochtones, malheureusement, et les événements de cet automne nous l'ont démontré. Je pense que la pandémie a mis en lumière un petit peu la réalité et la discrimination et le racisme dont les femmes autochtones pouvaient être victimes quand elles allaient chez le médecin, quand elles vont voir un policier, quand elles dénoncent une situation. On a vu tout à l'heure, Déborah parlait de racisme systémique. Les femmes autochtones sont vraiment sans doute les plus grandes victimes avec les femmes racisées du racisme et de la discrimination. Alors, au Centre des femmes, ce que nous rapportaient les intervenantes, c'est que pendant la pandémie, il y a eu, et c'est terrible, une recrudescence de violences sexuelles et d'agressions sexuelles à l'égard des femmes autochtones. Il y a eu une recrudescence de violences conjugales. En 2020, vous savez, et puis là, je fais écho un petit peu à ce que disait Sabrina. Sabrina a parlé des féminicides au Québec, mais au Canada, 128 femmes et filles ont été tuées par un accusé masculin étant autochtone. Parmi ces 128 femmes, 1 sur 5 était une femme autochtone. C'est-à-dire que 25% des homicides à l'égard des féminicides qui sont perpétrés à l'égard des femmes sont des homicides perpétrés à l'égard des femmes autochtones. Alors que les femmes autochtones ne représentent que 4% de la population féminine. Donc, c'est ça. La pauvreté, c'est la même chose. Mais donc, le travail concrètement, le travail des femmes, de nos intervenantes, ça a été vraiment de porter un soutien accru à ces femmes-là. Ça a été de maintenir les services avec elles. Ça a été de les accompagner dans les rendez-vous médicaux, de les accompagner dans les CHSLD, de les accompagner voir un avocat si elles avaient besoin, de les accompagner quand elles avaient vraiment un rôle de médiation et un rôle d'accompagnement. C'est extrêmement important parce que les femmes autochtones, vous vous en doutez, comme toutes femmes, elles vivent avec leur communauté, elles ont besoin d'un réseau de soutien. Beaucoup d'organismes autochtones ont dû fermer leurs portes pour des raisons sanitaires évidentes, pas de mauvaise volonté. Certains organismes communautaires autochtones ont dû travailler à distance. Donc, les femmes autochtones se trouvaient face à une porte close, entre guillemets, et là encore, il n'y a aucune mauvaise volonté, mais c'était une réalité. Là, je vous rappelle quand même qu'au Québec, enfin, à Montréal, il n'y a qu'une maison d'hébergement pour femmes autochtones.
Et il y a une maison d'hébergement de deuxième étape qui est en cours de construction. Donc, les ressources pour les femmes autochtones sont quand même limitées à Montréal et leurs besoins sont accrus. Donc, nous, pas moi, mais nos intervenants travaillent à les soutenir, à les écouter, à respecter leur rythme, à adapter aussi nos services en fonction d'une réalité culturelle. Donc, par exemple, quand on va faire un atelier de groupe, on va aborder un sujet peut-être un peu difficile avec les femmes autochtones. On va leur proposer un atelier de perlage. Par exemple, on va faire des cercles de parole avec des chants traditionnels. Par exemple, si on fait un atelier de cuisine collective, on va adapter. Les femmes autochtones vont choisir une recette avec du gibier, puis on va essayer d'obtenir du gibier. Donc, on essaie de s'adapter à cette réalité, mais ce qui est très important, c'est qu'on essaie de les accompagner dans le respect de leur rythme et sans préjugés, si possible. Donc, c'est ça, en travaillant beaucoup, beaucoup à monter des corridors de services pour leur permettre d'avoir un accompagnement global avec les organismes autochtones, avec les institutions québécoises, avec le système de santé, avec l'hôpital. C'est très important pour nous. Parce qu'une femme autochtone, elle a en quelque sorte perdu la confiance à l'égard des communautés allochtones pour des raisons historiques. Donc, recréer cette confiance, c'est essentiel. On parle de réconciliation, on parle de beaucoup de choses, mais établir un lien de confiance avec elle, c'est vraiment quelque chose de... Ça s'inscrit dans le temps. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le travail n'est pas terminé et les impacts de la pandémie ont tellement de conséquences sur la santé mentale des femmes, parce qu'elles portent tellement les femmes. C'est horrible à dire, mais ça affecte leur équilibre personnel et ça crée des troubles d'anxiété, ça crée même parfois des symptômes post-traumatiques. Nous, on a une femme au centre, je vais vous raconter une histoire courte. Une femme, elle avait 35 ans, d'origine, elle venait des territoires du Nord-Ouest, anglophone, et en fait, elle avait perdu ses papiers, tous ses papiers. Donc, sa carte aussi qui démontre, elle avait perdu tous ses papiers et elle s'est retrouvée dans une situation d'itinérance cachée. Parce que les femmes cachent, les femmes ne vivent pas l'itinérance comme les hommes. Les femmes dissimulent, elles dorment à droite, à gauche, dans la voiture. C'est différent, c'est d'autres schémas chez les femmes, là, l'itinérance. Et comble du comble, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle est donc en situation d'itinérance, elle apprend qu'elle est enceinte, elle a perdu ses papiers. Vous imaginez tout ça pendant les 2 semaines du mois de mars, là. Les 2 semaines horribles où on était tous comme ça là, à trembler dans nos appartements. Et là, nos intervenantes ont vraiment fait un travail. Au départ, ça a été très simplement assurer le minimum, c'est-à-dire les besoins essentiels, la nourriture, des vêtements chauds. On a monté un vestiaire d'urgence pour les femmes en situation d'itinérance. On ne faisait pas ça avant, mais la pandémie, elle nous a obligés à nous. Et puis, des couches, du lait après, parce qu'on a suivi cette femme plusieurs mois. On l'a référée vers un centre de diététique, centre carrefour nutritionnel, je ne sais plus comment on appelle ça, bref. On a assuré qu'elle ait un bon encadrement au niveau de sa nutrition. On l'a accompagnée dans la recherche de logement et nos intervenantes l'ont accompagnée à l'hôpital pour les examens, pour l'échographie. Vous voyez, c'est vraiment un travail très particulier qu'on fait avec ces femmes. Et cette femme-là, elle a eu son bébé et elle a eu un appartement. Et malgré tout, elle a vécu une situation de harcèlement dans son appartement. Et là, c'était invivable. Alors, elle a décidé de partir à Jonquière pour rejoindre une de ses meilleures amies. Et elle est partie à Jonquière. Et là, de nouveau, nos intervenantes ont déployé un corridor de service, entre guillemets, avec les CHSLD, avec le Centre d'amitié autochtone de Jonquière, en mobilisant tous les acteurs,
pour que cette femme soit accompagnée. Et aujourd'hui, cette femme est à Jean-Pierre. Bon, c'est une histoire, c'est une belle histoire. Il y a des histoires qui sont bien plus tristes. Mais cette histoire, je trouve, révèle un peu le travail qui est fait sur place. Merci beaucoup, Maud. C'est super impressionnant. Puis cette histoire, je pense que ça nous donne tous la chair à poil de savoir qu'il y a des Mais moi gens aussi, comme moi vous aussi. et votre équipe qui sont là pour les gens en besoin. J'aimerais amener Déborah dans la conversation de nouveau. Maud a mentionné plusieurs choses, en fait, mais deux choses qui me viennent en tête. C'est l'hommage qu'elle voulait rendre au début de ses propos à toutes les femmes qui ont joué tellement de différents rôles pendant la pandémie. Puis elle a aussi fait référence, Déborah, à ce que toi, tu avais dit au début de tes propos par rapport au racisme systémique. Tu l'avais mentionné dans un contexte particulier quand tu réagissais à une question, en fait, ou un commentaire de Sabrina. Mais j'aimerais t'entendre un peu, parce que je sais que tu as une vision beaucoup plus large du rôle des femmes avec ton rôle au champ de commerce et aussi par rapport au racisme systémique. Alors, j'aimerais t'entendre là-dessus. Grande question. Merci, Tacha. Avant d'y répondre, j'aimerais, et je suis bien contente que Maud et Sabrina aient parlé avant moi parce que je pense que ces questions de société par rapport à la situation qu'ont vécu les femmes pendant la pandémie et que vivent encore, c'était super important de contextualiser ça avant dans le cadre de ce panel. J'aimerais faire une petite fenêtre économique puisque c'est quand même mon chapeau. Mais je suis persuadée qu'il y a des liens à faire par rapport à toutes ces questions-là et je vais revenir, si tu le permets, ainsi à ta question par rapport à la discrimination et au racisme systémique parce que c'est une question qui non seulement m'interpelle, mais des fois me touche personnellement. Donc, je ne vais pas répéter les différents constats statistiques par rapport à ce que la pandémie ou la crise sanitaire, économique continue, à quel point ça a eu des impacts sur les femmes. Donc, je veux juste illustrer, même au niveau économique, que ça a eu des impacts concrets et déterminants sur les femmes entrepreneurs, les femmes d'affaires, bref, dans un contexte économique, ça a laissé vraiment entrevoir à quel point ça a été un révélateur de la vulnérabilité de plusieurs femmes au niveau économique. Juste quelques éléments très rapidement. Je suis persuadée que la centaine de personnes qui est connectée aujourd'hui a entendu parler du fait que la pandémie avait touché des industries bien particulières de façon démesurée même. Et je veux juste illustrer à quel point, en fait, pourquoi on dit que les femmes au niveau économique ont été plus touchées. C'est que Statistique Canada a permis d'établir ça de façon très claire, que la pandémie a touché les plus petites entreprises, les entreprises dans certains secteurs, services, tourisme, commerce, etc. Et où se trouvent les femmes entrepreneurs le plus souvent, celles qui sont à la tête de leurs entreprises. 89%, juste pour vous donner une idée, de femmes qui sont à la tête d'entreprises ont moins de 9 employés. Donc, les plus petites entreprises qui ont été touchées sont détenues par les femmes. Et les femmes se retrouvent souvent en très forte majorité dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le commerce, le domaine des services, l'éducation, etc. Donc, c'est aussi une autre explication pour laquelle les femmes entrepreneurs ont été beaucoup plus touchées dans la pandémie. En termes de perspective, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que en termes de survie d'entreprises détenues par des femmes, il y a matière à s'inquiéter. Même si les jeunes femmes, j'ai envie de dire comme tendance, ont beaucoup l'intention d'entreprendre, mais il y a quand même un certain écart entre l'intention et la décision d'aller de l'avant, de créer leur entreprise. Donc, il y a quand même un pas à faire à ce niveau-là. Donc, en termes de ralentissement économique auprès des femmes, il faut s'attendre à la fin ou pendant cette relance économique qu'on en parle beaucoup plus parce que c'est un véritable enjeu. On va en parler beaucoup plus, vous vous en doutez peut-être, parce que déjà les progrès étaient maigres en la matière. Ils n'étaient pas nuls, parce qu'au cours de la dernière décennie, il y a quand même plusieurs stratégies politiques, efforts, même organismes qui ont été mis sur pied pour faciliter, encourager, susciter l'intérêt des femmes en matière d'entrepreneuriat.
Donc, on ne partait pas de zéro, mais il y a quand même un risque important à ce niveau-là. Je vais faire aussi un lien n'étant pas née ici, donc étant immigrante, je suis née en Haïti, donc l'entrepreneuriat immigrant aussi m'interpelle beaucoup. Par rapport à ce que je dis, ce que je nomme, j'aimerais vous référer peut-être à 3 sources super importantes que moi, je consulte très souvent. Le Conseil du statut de la femme, dont je fais partie, a publié un dossier en ligne accessible vraiment directement sur le site. Pas besoin d'aller chercher à la 3e sous-texte d'un PDF. Un dossier sur la pandémie et les femmes. Je vous encourage véritablement à le consulter et sous différents angles. Donc, c'est super intéressant. Donc, ça, c'est une première des sources. Deuxième des sources, il y a à peu près 2 semaines, HEC ainsi que la chaire BMO en gouvernance, dont Tania Saba est la fondatrice et la titulaire, a publié une étude super importante et recherchée sur l'entrepreneuriat immigrant. Donc, combien d'immigrants à peu près le Québec reçoit? Qu'est-ce qui caractérise cet entrepreneuriat immigrant? Et je vous laisse avec cet élément, c'est qu'on parlait de charge mentale, de détresse psychologique. C'est que les mêmes éléments qu'on voit, perspective, violence conjugale, comme Sabrina le disait un petit peu plus tôt avec Maud par rapport à la situation des femmes autochtones, on les retrouve aussi en situation économique. Donc, le taux de détresse psychologique chez les femmes entrepreneurs est plus élevé que chez les hommes entrepreneurs, pardon. Et chez les femmes immigrantes entrepreneurs, le taux de détresse psychologique est encore plus élevé. Donc, on voit à quel point, permettez-moi l'expression, des patterns qu'on voit dans la société en général, bien évidemment, se reproduisent. Ce n'est pas parce que l'économie est à part ou est distincte et que tout va bien. Au contraire, on revoit les mêmes enjeux malheureusement, il va falloir qu'on en parle de façon plus ouverte et déterminée. Par rapport à la notion de discrimination, de racisme systémique, c'est sûr que les 18 derniers mois, puisque même nous, il faut qu'on prenne conscience que ça ne fait pas juste 1 an que ça dure. Bref, particulièrement depuis mai 2020, on ne peut passer sous silence à quel point la conversation autour du racisme dont sont victimes les personnes racisées, particulièrement les personnes noires, a pris un tournant complètement important et énorme à travers le monde. Je suis très contente que ça ait pris un virage super important au Québec, je dois vous le dire. Un aspect que je n'aurais pas, je vous le dis sincèrement, que je n'aurais pas prédit, je ne l'avais pas vu venir à ce point-là, c'est comment le milieu des affaires a réagi. Je vous donne un petit exemple. Oui, je prêche pour ma paroisse. Juste la semaine dernière, la Banque TD a annoncé un soutien de 10 millions pour combattre le racisme systémique envers les Noirs, particulièrement en annonçant ce soutien à un organisme, le Black Opportunity Fund. Donc, oui, le milieu des affaires s'est beaucoup mobilisé. Il y a d'autres institutions également qui l'ont fait. Donc, pour montrer à quel point la discussion au niveau terrain, au niveau communautaire, au niveau de la société, donc les gens en parlent, mais les entreprises en parlent également et agissent. Donc, c'est super, on va dire, rassurant de voir ça, d'entendre ça. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont au même rythme, mais ce ne sont pas toutes les entreprises non plus qui ont les mêmes moyens et les mêmes équipes au sein de leur entité. Donc, mais je pense que la balle est définitivement en route et c'est important de faire en sorte qu'elle continue à rouler. Et pour ce faire, et je vais peut-être terminer la boucle et te repasser la parole à ce niveau-là, Tacha, c'est que moi, je pense que pour y arriver, il va falloir qu'on prenne conscience et qu'on nomme plus souvent des choses. Juste aujourd'hui, on parle beaucoup, encore une fois, de la police de Repentigny, du profilage racial, du racisme par racisme. Il faut qu'on soit en mesure de nommer les choses. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra trouver des moyens concrets pour y remédier, pour diminuer ou tout simplement éliminer ces cas-là. Merci beaucoup, Déborah. Puis tu prends un peu l'avance sur la prochaine question que je voulais poser, qui est par rapport à nos visions d'avenir. Et je pense que quand tu parles de justement d'abord pouvoir nommer les choses afin de pouvoir agir, c'est hyper important.
Sabrina, je ne sais pas si tu veux réagir à ce que Déborah a mentionné ou aussi pendant qu'on discutait, tu parlais beaucoup aussi qui m'intéressait beaucoup par rapport aux pistes de solutions dans les hébergements de deuxième étape et du type de ressources qui sont disponibles. Alors, je ne sais pas comment tu veux aborder tes dernières, peut-être on veut garder du temps pour des questions, alors juste peut-être 3 minutes ou 2-3 minutes par rapport à une réaction à ce qui a déjà été dit ou peut-être par rapport à une vision d'avenir pour comment on peut aller de l'avant. Mais je dirais, au-delà des services, que je pense que la pandémie, puis je fais un lien avec le racisme systémique, avec la violence conjugale, c'est que nous avions du temps, malgré tout. Nous avions du temps pour regarder nos problématiques sociétales, pour avoir cette attention-là. Et du coup, ce qui se passait, quand il y a cette concentration-là, ben, on réagit. Je veux dire, moi, je ne travaille pas dans un milieu où on voit ce racisme systémique-là. Par contre, je l'ai regardé en tant que citoyenne. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec la violence conjugale. C'est que nos concitoyens l'ont regardé et ont dit non, ce n'est pas possible, il faut réagir. Donc, je pense que la pandémie, il faut regarder aussi ses impacts positifs. Ils nous ont permis de regarder quel choix de société nous voulons faire et quelles choses nous refusons. Et la mobilisation citoyenne, et je dirais au niveau de la violence conjugale, au printemps, nous étions dans la rue. Je n'ai jamais vu ça au Québec. Je viens de France, vous l'avez compris. Donc, la manifestation et moi, là, j'ai fait mes premières manifestations à 16 ans et j'aurais fait ma première vraie manifestation au Québec à 48 ans. Donc, il y a eu cette mobilisation citoyenne où les gens ont dit non, pas une de plus. Malheureusement, il y en a eu quelques-unes de plus. Ça, c'est très triste. Mais par contre, la symbolique est très forte. Donc, c'est certain que nous, en tant qu'organisme communautaire, Tacha, dans la discussion qu'on avait eue, c'est de se dire, nous aussi, nous devons évoluer. Nous aussi, nous devons sortir de nos murs et nous devons aller rejoindre où sont les femmes. Alors, c'est sûr que là, je parle vraiment en termes de violence conjugale. Puis, je répondrai à Déborah au niveau des employeurs. Ce n'est pas aux employeurs d'aborder le sujet. Le rôle des employeurs, à mon sens, est d'ouvrir la discussion, de faire qu'on en parle. Alors, je donnerai un exemple. J'ai donné 10 minutes, 1000 personnes sur Zoom. C'est génial ce que nous a amené Zoom. Il faut le voir aussi. Où j'ai abordé, c'est quoi la violence conjugale? Très simplement, j'ai rejoint 1000 personnes. Je me dis que peut-être qu'une de ces femmes a tout simplement dit, mon employeur permet cette discussion-là, ben moi je vais, et ensuite bien sûr on a donné des références, je vais aller où ma voisine, ce que j'entends c'est pas normal, je vais réagir parce qu'on met beaucoup l'accent sur nous en tant que personne, comment nous pouvons aussi accompagner une femme victime de violence conjugale. Donc je dirais que la pandémie, à mon sens, a vraiment amené ça, c'est-à-dire on s'est arrêté, on a pris conscience des enjeux sociétaux et en tant que citoyen, on a décidé de se mobiliser pour les combattre et pour améliorer le sort des femmes. C'est certain que je rejoins, on est ici aujourd'hui, la pandémie a eu des conséquences très graves pour les femmes. Et il faut absolument qu'on sorte avec de nouveaux outils, avec des nouveaux services pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir accompagner les femmes et mettre fin à toutes les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, qu'elles rencontreront encore au cours des prochains mois. Merci. Sabrina, est-ce que je peux m'exprimer 2 minutes? Absolument. Moi, j'aimerais t'entendre. Je vois que tu as une réaction à ce qui a été dit. Ça parlait beaucoup. Alors, vas-y, rapidement, parce qu'on veut garder du temps pour des questions. Mais ce que j'aimerais aussi entendre de toi, c'est là, on a entendu de Sabrina vraiment cette vision de la mobilisation citoyenne, le rôle important des citoyens dans le changement du statu quo. Et aussi une vision plus large organisationnelle. Mais ce que tu parlais l'autre jour était par rapport au rôle de la philanthropie dans tout ça
et dans cette vision aussi de transformation systémique. Peut-être tu pourrais réagir en gardant ces propos en tête et ensuite on passera à des questions. Puis entre-temps, si les gens ont déjà des questions, je vous invite à les mettre dans le clavardage. Je vais essayer d'être très, très bref. Ça, ce qu'ont dit Déborah et Sabrina, ça a vraiment une résonance. Je trouve ça vraiment super intéressant. Puis, je pense que la pandémie a mis en lumière des choses et nous permet d'être des meilleures personnes, d'être plus sensibilisés, le grand public. Puis, elle a permis également elle nous a sortis de notre zone de confort. Alors, c'est très pénible parce que, comme dit Sabrina, dans une maison d'hébergement, on a l'habitude de travailler entre quatre murs, il faut sortir, comment on rejoint les femmes. Mais nous, dans l'organisme, c'était aussi ça. On ne savait plus trop comment faire. On a dû se dépasser, on a dû faire preuve d'inventivité, on a dû faire de la relation d'aide à distance, on a dû déployer un service, un vestiaire. Mais c'est super, c'est en même temps, on ose faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant, qu'on n'aurait pas imaginé faire. Et les employeurs aussi vont dépasser, ont dépassé certaines limites. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Au centre, on fait des ateliers de sensibilisation auprès des nouveaux arrivants en violence conjugale et violence sexuelle. Et on voit, les gens ont besoin, moi je pense que ça passe par la sensibilisation. Pour contrer des problématiques de violence ou de racisme, ça passe par l'éducation et la sensibilisation, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en sensibilisant les employeurs, on sensibilise les employés, mais il faut sensibiliser vraiment at large, c'est très, très important pour contrer des problématiques majeures. Mais ça ne fait pas tout le travail, on s'entend, il y a des politiques sociales, gouvernementales. On ne rentrera pas là-dedans puisque la deuxième question, c'était le rôle de la philanthropie, c'est ça? Répète, Tacha. Oui, vas-y, peut-être en une minute, c'est le rôle de la philanthropie. Alors, écoute, la philanthropie, je pense qu'elle a fait la même chose que nous, les femmes, que les employeurs, etc. C'est-à-dire qu'elle s'est déployée à une vitesse grand V. Moi, j'en étais témoin, j'ai fait beaucoup de demandes à des fonds d'urgence pendant la pandémie parce qu'on devait maintenir notre service de dépannage alimentaire. Il y avait vraiment des services essentiels qui étaient assumés par des bénévoles et vraiment, les fonds d'urgence ont été extraordinaires et les fondations ont été extrêmement agiles, en fait, dans cette situation. Elles auraient pu être paralysées, elles auraient pu être débordées, elles auraient pu... Et elles ont fait preuve d'une agilité qui, je trouve, très intéressante. Donc, je pense que elles ont été beaucoup à l'écoute des organismes et donc, en fait, beaucoup à l'écoute des besoins exprimés par les personnes qui utilisent les services des organismes. Donc, vraiment, on avait le sentiment que quand on demandait quelque chose, on pouvait l'obtenir et puis on avait du soutien. C'est-à-dire que il y avait aussi une forme de reconnaissance. Ce n'était pas juste on vous donne de l'argent. Il y avait vous avez de l'expérience, vous avez une expertise et on vous fait confiance. Et c'était super, enfin, je trouve ça très agréable et très porteur d'imaginer des relations philanthropie, organisme, qui sont des relations qui s'inscrivent un petit peu dans une perspective de co-développement, de vrais partenariats. Parce qu'un organisme, quand il développe des projets, il faut quand même comprendre que des fois, il développe du projet pilote ou innovant, mais il y a des obstacles. Ça ne marche pas toujours. On a envie, on connaît les besoins, mais arrimer le budget, pas le budget, mais le projet, on rencontre des obstacles. Et donc, moi, j'ai senti beaucoup de sensibilité dans le milieu de la philanthropie. Et donc, je pense que la philanthropie a vraiment un rôle important à jouer, et même en tant qu'acteur de transformation sociale. Parce que, enfin, pour les groupes de femmes, en tout cas, on vise l'égalité homme-femme, elle n'est pas atteinte. Donc, il faut agir de façon structurelle. Il faut atteindre une plus grande justice sociale, il faut essayer d'atteindre l'égalité homme-femme. Et pour l'atteindre, ça ne prend pas juste des plasters sur les bobos, ça prend une vision globale avec des politiques, avec des tables de concertation et avec la mise en place de changements plus collectifs. Et la philanthropie a sa place à ce niveau-là.
Merci Maud. Puis je sais, je peux vous dire qu'à la Fondation, on est beaucoup en cette réflexion de comment on peut travailler plus de façon collaborative, plus en partenariat, à l'écoute des communautés et avec une approche qu'on appelle le Trust-Based Philanthropy, la philanthropie de confiance. On est vraiment beaucoup dans la relationnelle et en tissant des liens avec les acteurs communautaires. J'ai vu que je pense c'est Catherine Lavarenne qui, je pense, a une question. Catherine, Oui. voulez-vous briser la glace? Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci pour ces présentations et merci pour l'initiative aussi à la Fondation du Grand Montréal. Je veux prendre justement la suggestion de nommer les choses pour pouvoir agir et je voudrais nommer un enjeu qu'on n'a pas abordé. Je me présente, je travaille pour le Conseil québécois LGBT, qui est un regroupement d'organismes à travers le Québec. On a une 60aine de membres organismes à mission LGBT. Et un des enjeux que je souhaiterais simplement soulever, c'est les enjeux des femmes lesbiennes, bisexuelles, qui vivent aussi énormément de violence et c'est très problématique parce que c'est souvent une violence qui est cachée, qui est peu assumée. Juste pour vous donner une idée, dans une enquête fédérale de 2014, on a appris que les femmes lesbiennes et bisexuelles rapportent jusqu'à 4 fois plus souvent de violences conjugales et sexuelles que les femmes hétérosexuelles. Ça reste une statistique qui révèle quelque chose. Je ne suis pas statisticienne, je ne pourrais pas aller la décomposer, mais ça dit quand même quelque chose, vu que ce n'est pas un enjeu dont on parle souvent. Les femmes trans qui vivent des taux de violence absolument phénoménaux, qui sont dans des milieux de vie, des milieux de travail qui ne sont vraiment pas sécuritaires souvent. Leur précarité aussi économique. Une autre statistique que je peux vous donner, c'est que 50% des personnes trans vivent avec un salaire annuel de moins de 15 000 $ par année et pourtant, ce sont des personnes qui sont plus scolarisées que la population générale. On pense aussi, pendant la pandémie et le confinement, les personnes LGBT en général, mais surtout les femmes et les jeunes filles qui sont confinées avec des familles, des parents qui sont hostiles à leur identité de genre ou à leur expression de genre ou à leur orientation sexuelle. Donc, puis une chose qu'on a constatée beaucoup dans une enquête qu'on a faite justement sur la violence sexuelle au Conseil québécois, c'est que les personnes de nos communautés vont peu dans les ressources pour la population en général parce que ça les amène à vivre souvent des microagressions. Toujours, les gens sont bien intentionnés, mais peu formés pour ne pas forcer des dévoilements à répétition, ne pas recréer certains traumas. On a présentement un projet en cours dans 4 régions du Québec, dont l'Abitibi, la Côte-Nord, le Montréal et je crois la Montérégie, pour créer des corridors de services justement pour personnes survivantes d'agressions sexuelles. Donc, je voulais simplement amener ces enjeux-là dans la conversation, signifier aussi notre grand intérêt au Conseil québécois pour soit référer aux bons organismes qui peuvent donner des formations, qui peuvent créer des liens, peut-être voir comment est-ce que ces enjeux-là peuvent aussi, dans une perspective intersectionnelle, bien sûr, parce que là aussi, si on parle des personnes racisées LGBT, les problématiques sont décuplées. Et puis, donc dans l'optique de sensibiliser, signifier qu'on est là, qu'on est très disposé à travailler en collaboration pour ces enjeux-là. Merci beaucoup. Mais Catherine, merci infiniment pour l'intervention qui est très, très, très à propos. Puis j'espère que ça vous réconforte pour savoir qu'on est très au courant de ces enjeux-là. On réfléchit à comment l'intersectionnalité et les différentes entités de femmes, incluant les gens non-binaires qui sont inclus dans la définition des femmes pour notre fonds, sont touchés. Alors, comment tous ces gens-là sont touchés. Et alors, vos commentaires, vos propos ne tombent pas sur des oreilles sourdes. Je suis contente que vous l'avez nommé auprès de tous les participantes et participants ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je ne peux pas croire qu'avec toute la richesse de la discussion, il n'y a personne qui a une question ou commentaire. Parce que j'ai l'impression qu'on a juste touché le tip of the iceberg, comme on dit en anglais. Il y a tellement, on peut creuser tellement plus, mais il faut commencer à quelque part. Karel, j'en ai une, moi, Tacha, si tu veux. Moi, j'aimerais juste qu'on se mette
juste savoir, disons qu'on se projette dans 10 ans, là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir changé? Qu'est-ce qui pourrait avoir changé? Si on avait tous les moyens, là, si on réussissait à se donner les moyens de nos ambitions, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ici 10 ans? Avant que vous répondiez à cette question, je vois qu'il y a une main levée de Liberté. Est-ce que vous voulez également faire votre question et après, les panélistes pourraient essayer de répondre aux deux questions? OK. Mais moi, c'était plus un commentaire que je voulais juste amener. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, qui ouvrent la conversation envers les femmes qui sont à risque à Montréal. Nous, à Liberté, on travaille avec les femmes qui sont itinérantes et aussi qui sont dans les rétablissements de la dépendance, qui aussi a eu un grand impact avec la pandémie. Les personnes en dépendance sont, des fois, ils sont mis à côté et oubliés. Fait que je sais que cette conversation qu'on a aujourd'hui, ça va aussi ouvrir les portes pour les femmes qui veulent se rétablir et se réinsérer, social reinsertion. Je sais que ça va nous aider aussi. Fait que je suis très contente d'être là aujourd'hui et merci beaucoup à tout le monde. Merci pour l'intervention. Alors, dans les dernières 5 minutes, peut-être une phrase ou deux pour parler de notre vision d'avenir, comme l'a demandé Karel. Ça serait en fait la dernière tournée de chacune de vous. Déborah, tu n'as pas ton micro, alors vas-y. Et Marianne, juste avant… Non, mais j'ai juste qu'il y a Lara qui a la main levée. Peut-être qu'elle avait une intervention également. OK, mais il nous reste tellement peu de temps. J'aimerais entendre Déborah, Sabrina et Maude. Et Lara, veux-tu peut-être mettre quelque chose dans le clavardage, puis on peut voir si on a le temps de l'adresser? Alors, très, très, très important. Et comme il nous reste peu de temps, je vais essayer de répondre à la grande question de Karel avec peut-être 4 phrases. J'espère vraiment m'y tenir. Nommer les choses, donc je répète, il faut qu'on soit en mesure de nommer les choses pour les changer. Donc, dans 10 ans, je voudrais nous voir être en mesure de nommer, de définir et d'accepter. Deuxième phrase, c'est qu'on parle beaucoup de privilèges, des gens qui ont des privilèges, etc. Oui, j'en suis très consciente. Moi-même, j'en ai plusieurs. Je veux qu'on passe à une autre étape de partager les privilèges et qu'il y a certaines personnes qui soient en mesure de perdre leurs propres privilèges pour laisser la place à d'autres. Donc, je veux que dans 10 ans, on soit en mesure d'être assez à l'aise avec ce concept. Troisième élément, je pense que ça va être mon dernier en fait. Dans 10 ans, je pense que notre meilleur pari, c'est de miser sur la relève. Vous me voyez venir surtout comme président de la Jeune Chambre. Notre éducation envers les jeunes, les plus jeunes, éducation à l'égalité pour changer les mentalités, je pense que c'est définitivement là où il faut agir. C'est pas nouveau comme idée ce que j'amène, mais je pense qu'en plus d'agir, de faire ce que nous sommes en train de faire, il faut penser aux plus jeunes également, à les sensibiliser plus tôt et à les amener plus rapidement au constat que nous sommes en train de faire entre adultes. Donc voilà. C'est fantastique, tellement bien, très succincte. Sabrina, veux-tu enchaîner? Avec plaisir. Je vais aller en trois thèmes comme Déborah, parce que sinon, je pense que je vais aller souper avec M. Méran. Je dirais rapport égalitaire. On dit souvent homme-femme, et moi, j'aime dire femme-homme. Donc, si on établit des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes, beaucoup de conséquences vont s'éliminer pour les femmes. Je dirais éducation, donc intervenir dès la maternelle pour faire la promotion des rapports égalitaires. Et enfin, mon troisième thème, ça serait les continuums de service, que les femmes ne se retrouvent pas dans des trous de service. On a, par exemple, en violence conjugale, beaucoup travaillé, à l'urgence, quitté, puis après, on n'avait plus rien.
C'est ça qui a créé les logements transitoires sécuritaires, les deuxièmes étapes. Maintenant, on est rendu avec le post-hébergement, c'est-à-dire que quand tu quittes, comment on peut continuer de les accompagner dans la communauté. Donc, de ne pas penser que parce que les femmes quittent, elles mettent fin à la violence conjugale, c'est un parcours et le continuum de services va éviter qu'on rentre dans un cycle qui se répète et qui ne s'arrête jamais. Merci. Fantastique, Sabrina. On a des commentaires dans le chat qui viennent faire écho à vos commentaires. Maude, veux-tu... Moi, je suis la dernière, j'ai la plus mauvaise place. Là, ce qu'elles ont dit, je pense, l'éducation, hein, égalité homme-femme, éducation des petits, mais des adolescents aussi. Avoir des rapports plus égalitaires dans nos rapports, dans nos relations amoureuses aussi, pour éviter des problèmes de violence sexuelle. Mais donc, égalité femmes-hommes, c'est super important. Mais moi, je rêve d'une société plus inclusive et non violente, plus inclusive où les femmes, les hommes, les personnes immigrées racisées auraient une place et où les femmes autochtones pourraient aussi occuper plus d'espace, c'est-à-dire au niveau de la culture, au niveau de l'art, où elles seraient invitées dans des débats, où elles pourraient présenter certains enjeux, mais où elles pourraient aussi parler des enjeux qui ne sont pas forcément des enjeux autochtones, c'est-à-dire des femmes autochtones qui seraient dans la société plus visibles. Les femmes autochtones sont trop invisibles. Puis parfois à Montréal, on a tendance à penser que ce sont des femmes itinérantes et ce n'est pas vrai. Il y a quelques femmes itinérantes, mais les femmes autochtones, c'est très, très large. Et si elles avaient leur place au niveau des festivals, au niveau des théâtres, au niveau... je pense que ça changerait la dynamique. Oui. Merci, Maude. Et je pense que quand j'ai entendu Déborah parler, en fait, Sabrina parler des rapports égalitaires entre femmes et hommes, j'ai pensé la même chose, que cet rapport égalitaire, c'est aussi entre les différentes communautés culturelles et ça touche aussi vraiment ce que tu as dit, Déborah, avec le partage de privilèges et pour certains d'entre nous, de pouvoir partager ce privilège pour donner un voix et aussi, et c'était l'invitation que je vous ai faite au début, d'avoir une posture apprenante aujourd'hui. Et je pense que des fois, on écoute pour ce qu'on connaît déjà et pas pour ce qu'on peut entendre de nouveau. Et tout ça a une grande influence ou une grande impact, je pense, sur cette capacité de chacun et chacune de nous d'aller vers des rapports égalitaires avec d'autres personnes qu'on ne connaît moins et qu'on comprend moins. Alors, merci sur ça, merci beaucoup. C'est très, très riche. Comme j'ai déjà dit, we were only at the tip of the iceberg. On pourrait avoir ces conversations toute la journée. Et c'est seulement le début. On va être en communication avec chacune et chacun de vous pour continuer à réfléchir ensemble, à trouver des solutions. Et on réfléchit, mais on est aussi en train de passer à l'action. On peut faire les deux en même temps. Alors, merci beaucoup encore. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Déborah, comme présidente du comité consultatif du Fonds Femmes, est-ce que tu voulais un petit mot de la fin? Bien, merci Tasha. Moi, je veux juste simplement dire comment je suis impressionnée, mais encouragée de voir les gens fantastiques, courageux, généreux qui mènent ces organismes de bienfaisance. Et là, c'est à nous, dans la société plus large, de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à ce fonds qui va croître avec les années, ce fonds qui est destiné à aider ces organismes. Et alors, on compte sur vous, non seulement de faire le bon travail que vous faites, mais aussi de passer le message dans votre réseau du fait que ce fonds existe et que ça va tous nous aider en bout de ligne. Alors, merci pour ça. Merci encore tout le monde et bonne fin de journée.
Au Merci revoir. tout le monde. Merci Bye bye. beaucoup. Au revoir. Bye bye. Merci tout le monde.